Alors, l'histoire s'appelle La silhouette à la fenêtre. Avez-vous déjà essayé de demander autour de vous si certains de vos proches auraient déjà vécu des expériences étranges ou effrayantes? Non. Je pense que vous serez surpris du nombre de personnes auxquelles cela arrive. Moi, je l'ai fait, et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous raconter un véritable témoignage, celui de ma tante. Ce récit est véridique, ou du moins, c'est ainsi qu'elle me l'a transmis. Il s'agit de l'expérience terrifiante qu'elle a vécue lorsqu'elle était jeune, alors qu'elle commençait à travailler pour aider sa famille. Des événements qu'elle ne peut encore pas expliquer aujourd'hui. Une histoire de famille. La protagonisme, que nous appellerons Maria, est issue d'une famille nombreuse. Ses parents, des immigrés portugais, avaient quitté leur pays pour chercher une vie meilleure. Avec cet enfant à nourrir, chaque main supplémentaire était précieuse. Maria, l'aînée, ne m'a pas attendu longtemps avant de prendre ses responsabilités. Non, je pense pas, Métos me l'aurait dit. Mais il n'y a plus personne qui commente, il n'y a plus que lui qui commente, donc je ne sais pas. Moi, en retour, je ne sais pas si j'ai des bugs, hein. Attends. Non, j'ai pas de bug, c'est bon. À seulement 16 ans, elle décida de quitter l'école pour travailler et aider sa famille financièrement. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix pour les jeunes filles sans diplôme. Maria trouva rapidement un emploi en tant que femme de ménage. C'était un travail dur, mais elle était déterminée à contribuer à la vie de sa famille. Étant la plus âgée, elle avait l'habitude d'aider ses parents et de s'occuper de ses frères et de ses sœurs, ce qui lui avait rendu particulièrement mature pour son âge. Un jour, elle fut contactée par une femme âgée qui habitait un petit manoir à la périphérie de la ville. La description semblait parfaite, une maison ancienne, mais bien entretenue, et surtout, un travail régulier et payé correctement. Maria n'hésita pas à accepter immédiatement. C'est bon? Ok. Le jour de son premier travail, Maria se rendit à l'adresse indiquée. En arrivant, elle découvrit que la maison était plus impressionnante qu'elle ne l'avait imaginé. C'était un petit manoir avec une façade en pierre grise, recouvert de lierre, situé en retrait de la route. L'endroit, bien que beau, dégageait une atmosphère étrange, un peu hors du temps. Le portail grinça en s'ouvrant et elle entra sur le chemin de gravier qui menait à la porte d'entrée. Alors qu'elle avançait, quelque chose attira son regard. À l'une des fenêtres du premier étage, elle aperçut une silhouette. Cela devait être la propriétaire qui l'attendait, pensa-t-elle. Une femme immobile semblait l'observer. Mais au moment où Maria s'approcha de la porte, celle-ci s'ouvrit. Une femme d'un certain âge, élégante et souriante, se tenait sur le seuil. Vous devez être Maria, dit-elle avec un ton chaleureux. Je suis Madame Silva, bienvenue. Maria lui répondit poliment et s'apprêta à lui parler de la silhouette qu'elle avait vue à la fenêtre. Mais en se retournant pour regarder à nouveau la fenêtre, la silhouette avait disparu. Un léger frisson lui parcourut le dos. Elle se rappela alors que la maison était grande. Peut-être y avait-il d'autres habitants. Je vous ai vu à la fenêtre tout à l'heure, dit Maria en essayant de rester détendue. Ou bien est-ce quelqu'un d'autre qui habite ici avec vous? Madame Silva lui répondit calmement avec un sourire qui se voulait rassurant. Oh non, je vis seule ici depuis des années. Cette réponse troubla Maria, mais elle tenta de ne plus y penser. Peut-être était-elle tout simplement trompée. Madame Silva lui fit faire le tour du propriétaire. La maison était immense, avec des meubles anciens, des tapisseries aux motifs fanés, des photos en noir et blanc sur les murs.
Les images montraient des familles d'un autre temps, le regard fixe donnant à Maria une impression d'intrusion, comme si elle pénétrait dans une époque qui ne lui appartenait pas. Malgré l'ambiance un peu pesante, Madame Silva était accueillante et gentille. Elle lui expliqua rapidement ce qu'elle devait faire avant de partir faire des courses. Maria se retrouva alors seule dans le manoir et commença à nettoyer méthodiquement les pièces. Tout semblait aller pour le mieux, mais après quelques heures, alors qu'elle passait l'aspirateur dans le salon, elle entendit un léger craquement venant du plafond, comme si quelqu'un marchait à l'étage. Elle s'arrêta un instant, mais elle se rappela que les vieilles maisons font souvent ce genre de bruit. Ça devait être le bois qui craquait, se dit-elle pour se rassurer. Elle poursuivit son travail, mais à chaque craquement, son cœur s'accélérait un peu plus. Après avoir nettoyé le rez-de-chaussée, Maria se dirigea vers l'étage pour continuer. Alors qu'elle montait les marches, elle entendit à nouveau des bruits de pas venant du couloir. Cette fois-ci, les bruits étaient plus nets, plus légers, comme si quelqu'un marchait lentement d'une pièce à l'autre. Il doit y avoir quelqu'un, pensa-t-elle, essayant de rationaliser. Peut-être Madame Silva était rentrée plus tôt, sans qu'elle s'en aperçoive. Maria appela. Y a-t-il quelqu'un? Mais aucune réponse ne lui parvint. En arrivant à l'étage, elle fit le tour des pièces. Rien. Le silence était total. Elle s'efforça de ne pas céder à la panique. Après tout, c'était peut-être le bois qui craquait, encore une fois. Cependant, alors qu'elle se remettait à nettoyer, le téléphone de la maison sonna brusquement. Cela brisa le silence. Maria se précipita pour répondre, pendant que Mme Silva voulait vérifier que tout allait bien. Allô? Mais personne ne répondit. Elle n'entendait qu'un souffle lourd, presque imperceptible au bout du fil. Son cœur alors s'emballa. Après quelques secondes d'attente, elle raccrocha rapidement. Peut-être était-ce un mauvais numéro. Bien que terrifiée, Maria décida de poursuivre son travail. Elle se répétait qu'elle se faisait sûrement des idées, les bruits, le téléphone, tout cela pouvait s'expliquer rationnellement. Mais alors qu'elle terminait de passer la serpillière, le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, elle hésita avant de décrocher. Une sensation de malaise grandissait en elle. « Allô ?» dit-elle d'une voix tremblante. Un silence, puis une voix rauque et grave résonna dans le combiné, chaque mot pesant lourdement sur elle. « Pars tout de suite. » Maria sentit une vague de froid envahir tout son corps. Son souffle devint lourd sans réfléchir. Elle lança le téléphone, attrapa son sac et courut vers la porte d'entrée. Le manoir, autrefois si paisible, lui semblait maintenant bien hostile. Alors qu'elle franchissait la porte, elle jeta un dernier coup d'œil. La silhouette était de retour, à la même fenêtre, immobile, la regardant s'enfuir. Maria s'enfuit en courant, ne s'arrêtant qu'une fois arrivée chez elle. Elle ne raconta à personne ce qui s'était passé ce jour-là, même pas à sa famille. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne retourna jamais dans ce manoir et décida d'abandonner définitivement son travail de femme de ménage. Cette histoire, Maria a encore du mal à en parler aujourd'hui et elle la confie à très peu de personnes. Elle n'explique pas ce qui s'est passé. Était-ce le fruit de son imagination, amplifiée par l'ambiance pesante du manoir, ou y avait-il réellement une présence dans cette maison, quelque chose qui l'avertissait de ne plus jamais y retourner? Étant donné qu'une partie de la famille habite encore ce village, je passe souvent devant ce petit manoir. Je ne saurais pas vous dire s'il est encore habité aujourd'hui, car il semble à peine entretenu et la flore semble avoir repris ses droits sur lui. Quoi qu'il en soit, Maria n'a jamais remis les pieds dans cette maison et à ce jour, elle affirme encore que ce qu'elle a vu n'était pas de son imagination.
Soyez prudents, parfois, les maisons anciennes cachent des secrets que l'on ne souhaite pas découvrir. C'est marrant parce que tout en lisant, ça me faisait penser, à l'histoire, à la maison où on a fait enquête. La deuxième histoire s'appelle Le Maître des Bois. C'est tout près de Châtonny. Nous sommes en 2004, dans le village de Saint-Alban, niché au creux de la forêt de la Double en Dordogne. Un lieu si isolé que son nom n'apparaît même pas sur les cartes. Ici, le temps semble s'écouler plus lentement au rythme des saisons et des coutumes d'antan. Mais cette année-là, ce village d'ordinaire si paisible va devenir le théâtre d'une série de disparitions mystérieuses qui hantent encore les habitants d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire de disparition, non. Ce que je vais vous raconter est bien plus qu'un simple fait divers. C'est une plongée dans l'horreur, une exploration des recoins les plus sombres de l'âme humaine et des légendes oubliées. Certains diront que c'est une histoire de folie, d'autres y verront l'œuvre du surnaturel. Mais une chose est certaine, cette histoire ne vous laissera pas indemne. Imaginez-vous dans ce petit village isolé, entouré par une forêt épaisse et silencieuse. Les habitants se connaissaient tous. Ils partagent les mêmes histoires au coin du feu, les mêmes craintes murmurées à voix basse. Et pourtant, personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Personne n'aurait pu imaginer la terreur qui allait s'abattre sur eux. Tout commence en 2004, dans le petit village de Saint-Alban, niché au cœur de la forêt de la Double en Dordogne, un endroit circulé que peu de gens en ont entendu parler. Pourtant, cette année-là, le nom de Saint-Alban allait faire la une des journaux régionaux. Le 14 octobre 2004, un fermier du village, Marcel, constate la disparition de son chien, un berger allemand nommé Titus. Marcel cherche partout dans les bois aux alentours et appelle son chien à travers champs. Titus, Titus, mais Titus reste introuvable. 2 jours passent et Marcel commence à perdre espoir. Il parle de la disparition de Titus à ses voisins, qui à leur tour se mettent à chercher, pensant que le chien s'est peut-être simplement égaré, mais sans succès. Les semaines passent et d'autres animaux commencent à disparaître. Un chat, 2 chèvres, une vache. Et à chaque fois, les bêtes semblent s'évaporer sans laisser la moindre trace, ni corps, ni empreinte. Oui, tout à fait, je sais. Mais la situation prend une tournure encore plus sombre en décembre 2004, lorsque c'est le tour d'un enfant. Jérémy, un garçon de 9 ans, est porté disparu alors qu'il rentrait chez lui après l'école. Ses parents, affolés, contactent immédiatement la gendarmerie. L'affaire est confiée à la gendarmerie locale. Jamel, le gendarme, est particulièrement touché par ces malheureux événements. Il a grandi dans ce village et connaît chacun des habitants. Il lance des recherches, toute la communauté se mobilise par solidarité et même des renforts venus des villages voisins s'y joignent. Les bois sont fouillés, rivières sondées, mais le petit Jérémy reste introuvable. L'affaire prend alors une tournure nationale et les médias s'emparent de l'histoire. Les autorités envisagent toutes les hypothèses, une fugue, un enlèvement,
Un accident, mais aucune piste sérieuse n'émerge. Les jours passent, puis les semaines, et toujours aucun signe de Jérémie. La famille commence à perdre espoir et à se morfondre. À Saint-Alban, les rumeurs vont bon train. Certains parlent d'une bête sauvage, un loup peut-être, d'autres évoquent des trafiquants d'animaux. Mais une autre théorie, plus sinistre, commence à circuler, celle d'un prédateur humain. Certains villageois méfiants commencent à soupçonner un des leurs, un homme solitaire un peu étrange qui vit à l'écart du village dans une vieille maison délabrée. Il s'appelle Robert. Toujours vêtu de vieux vêtements, il passe ses journées à errer dans la forêt, à amasser du bois mort, à réparer ses clôtures. Il parle peu et quand il le fait, ses propos sont souvent incohérents. Les enfants l'évitent, le surnommant le fou du village. Un soir, lors d'une réunion informelle au café du village, plusieurs habitants évoquent la possibilité que Robert soit impliqué dans ces disparitions. L'hiver 2005 est rude, avec des températures glaciales et de fortes chutes de neige. Saint-Alban est presque coupé du monde, les routes étant difficilement praticables. Et pourtant, les disparitions continuent. 2 autres enfants disparaissent à quelques semaines d'intervalle, toujours sans aucune trace. Cette fois, la panique s'empare du village. Les habitants barricadent leurs maisons et n'osent plus sortir avant la tombée de la nuit. Après la tombée de la nuit. Les enfants n'osent même plus aller à l'école. Les autorités, sous pression, décident d'identifier les recherches et d'envoyer des enquêteurs spécialisés. Des battues sont organisées, mais rien. Nous sommes en mars 2005 et Jamel est désespéré. Il a tout essayé pour élucider cette affaire, ou presque. Il se souvient d'une autre théorie qu'il avait entendue au café. Une théorie bien moins tangible, tant elle était improbable. Mais il ne pouvait s'empêcher d'y songer. Il avait en effet entendu Sarah, la bibliothécaire, parler à voix basse d'une entité malsaine et malfaisante qui habitait la forêt. On raconte qu'il y a de ça des centaines d'années, il y avait eu une série de meurtres. Tous les cadavres avaient été retrouvés tout près d'un autel sacrificiel dans la forêt. Les légendes racontent que ces événements avaient été orchestrés par cette entité maléfique. Jamel se rendit donc à la bibliothèque d'un pas lourd mais incertain. Il demanda à Sarah si elle pouvait le mener à cet hôtel. Elle lui donna un livre intitulé Le Maître des Bois. Elle le feuilleta afin d'y trouver les détails de ce lieu. La plupart des pages étaient déchirées, voire brûlées. Cela ressemblait plus à un grimoire ésotérique qu'autre chose. Ils traversèrent tous les deux le bois de la Double jusqu'à arriver à un endroit très reculé, à la limite de la forêt, près d'une rivière. Ils se mirent à chercher, puis Jamel souleva un amas de débris et de branches. Qui se releva être un charnier improvisé. Sous les débris se trouvaient les corps des animaux disparus, horriblement mutilés. Sous les débris, ce qui lui glaça le plus le sang, c'est la présence d'ossements humains parmi eux. L'identification est difficile, mais il est clair que ces restes appartiennent à Jérémie, le premier enfant disparu. Cette découverte macabre pousse le gendarme à se renseigner davantage sur la légende. Il ne dormit pas de la nuit, il la passa à faire des recherches plus poussées sur Internet sur le maître des bois. Après de longues heures, il trouva finalement que la série de meurtres qui s'était passée des centaines d'années auparavant avait été orchestrée par une secte qui vénérait la fameuse entité maléfique qui sommeillait dans les bois. Robert, étant le seul suspect, est immédiatement placé en garde à vue et les gendarmes fouillent sa maison de fond en comble.
mais il n'y trouve rien. C'est dans la cave que l'horreur se révèle pleinement. Les murs sont couverts de dessins et de symboles imprévisibles, chiffonnés avec du charbon et parfois du sang. Ces inscriptions semblent former des invocations, des prières. Au milieu de la pièce, un vieux carnet, sale, abîmé, attire l'attention des enquêteurs. Il ressemblait vaguement à celui de la bibliothèque. Il contient des pages et des pages de textes incohérents, mêlant prières délirantes et récits de sacrifices rituels. Robert, interrogé par les enquêteurs, est d'abord silencieux, le regard vide, comme absent, mais progressivement il commence à parler, à murmurer des bribes de voix. Il raconte que tout a commencé quelques années auparavant, lorsqu'il a découvert un ancien autel en pierre enfoui dans la forêt. Cet autel, selon lui, était le lieu de culte oublié, dédié à une entité qui s'appelait le Maître des Bois. Robert explique qu'à partir de ce moment-là, il a commencé à entendre des voix, au début faibles, puis de plus en plus insistantes, qui lui donnaient des instructions. Ces voix lui parlaient de la fin du Maître, de son besoin de sacrifice pour continuer à protéger la forêt et ses terres environnantes. Mais rapidement, les voix ont exigé plus. Elles lui disaient que les petits sacrifices n'étaient plus suffisants. Elles le suppliaient de lui offrir des êtres plus grands, plus purs. C'est là que Robert, instable, s'est convaincu qu'il n'avait pas le choix. Il pensait qu'en obéissant aux voix, il évitait la colère du Maître des Bois. C'est ainsi qu'il en est venu à s'en prendre aux enfants. Il les attirait avec des promesses d'aventure dans la forêt, là où il disait connaître des endroits secrets. Une fois isolés, il les amenait près de l'autel et il les exécutait en rituel de sacrifice. Robert décrit ces moments avec une froideur terrifiante, comme s'il n'était plus lui-même, comme s'il avait agi sous l'emprise d'une force extérieure. Coucou Guaro, comment vas-tu? Merci pour le raid. Est-ce que quelqu'un peut faire un SO à Guaro, s'il vous plaît? Les enquêteurs horrifiés par les récits de Robert décident de se pencher sur l'histoire de cette entité qui s'appelle le Maître des Bois. Ils consultent des historiens locaux et des archives grâce notamment à Sarah, essayant de trouver une trace de ce culte mystérieux. Ça fait mal à un saut. Les anciens de Saint-Alban racontent parfois qu'on peut encore entendre des murmures dans la forêt, des murmures qui semblent appeler. Peut-être les échos des rituels de Robert ou peut-être autre chose, le Maître des Bois. Même après la disparition de son dernier adorateur, semble garder un œil sur Saint-Alban. L'histoire de Robert et de Saint-Alban est un exemple effrayant de la façon dont des croyances anciennes oubliées par la plupart peuvent ressurgir et conduire des esprits fragiles à commettre l'irréparable. C'est une histoire qui nous rappelle que parfois les pires monstres ne sont pas ceux que l'on trouve dans les légendes. Voilà, voilà.